Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial Trading Carnet d'ordre. Donc aujourd'hui, nous allons travailler en équipe car je suis accompagné de l'équipe de Trading Institute, donc Makram et Nicolas Schneller. Bonjour messieurs. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, l'idée va être simple. Ça va être une démonstration donc de l'équipe de Trading Institute sur la plateforme Atas, qui est une plateforme compatible avec Self-Invest. Et donc, ils se présenteront, mais c'est spécialisé dans le trading sur carnet d'ordre, notamment sur deux indices, le S&P 500 et le Nasdaq. Donc Nicolas fera le S&P 500, Makram fera le Nasdaq. Donc vous aurez voilà, deux spécialistes de chaque instrument qui répondront a priori à ce que vous traitez la plupart du temps. Parce que chez nous, les futurs, je pense que les deux instruments, peut-être le top 3 des instruments traités, il y a dedans le Nasdaq et le S&P. Donc à mon avis, tout le monde sera ravi de pouvoir vous écouter. Et donc la spécialité du jour, ça va être comment est-ce qu'on profite des informations données par le carnet d'ordre pour pouvoir tirer des informations pertinentes pour trouver le bon signal, la bonne entrée en position. Exactement. Là, je pense que vous pouvez vous déjà ce que vous nous montrez là sur votre écran. Bien sûr, oui. Donc bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. On est content de travailler avec vous. On avait déjà fait une présentation avec Makram lors du salon. Et en fait, effectivement, nous, ça fait quelques années qu'on traite, puisque moi, ça va faire 23 ans maintenant. Et en fait, plus on va traiter un seul indice, mais de la même façon, et mieux on va le connaître. C'est pour ça que, comme on voulait vous montrer un peu de Nasdaq et S&P, et bien Makram, sa spécialité, c'est le Nasdaq. Il va traiter essentiellement ce sous-jacent. Moi, ça va être les S&P. On a chacun nos spécificités. On a d'ailleurs chacun nos graphiques. Donc, comme on ne peut partager qu'un seul écran, vous voyez le graphique, par exemple, de type de Makram. Je vais vous montrer rapidement. Voilà mon graphique type. Il ressemble à ça. Donc, on n'est pas très loin tous les deux. Je n'ai pas d'indicateur particulier. Lui, il rajoute des éléments en plus. Mais le principe, ça va être le même, c'est de travailler sur un marché réglementé. Donc, on va travailler sur les futurs. Donc, S&P, là, vous avez sous les yeux. On va travailler sur un marché réglementé. Ça veut dire qu'on va voir tous les opérateurs qui vont rentrer sur le marché. Donc, vous êtes obligé de passer par un courtier, comme WHS, pour pouvoir rentrer sur le marché. Les courtiers, moi je vous conseille de regarder sur le groupe CME, puisque c'est CME Group qui s'occupe. Et quand vous regardez, vous avez bien WHS Self-Invest qui est inscrit sur ce site, qui vous apporte quand même une grande sérénité. Voilà. Parce que c'est un vrai élément d'être sur ce site. Voilà. C'est quelque chose je voulais noter parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, et c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Donc, devant vos yeux, vous avez un carnet d'ordre. Alors, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de couleurs. Dites-vous que le principe, en fait, c'est pour nous simplifier la vie. Ça a l'air un petit peu étrange, mais effectivement, c'est ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'outil très simplement. Et puis, de toutes les façons, nous, on attendra 15h30, qui est l'ouverture du marché américain, pour commencer à passer des ordres. Alors, bien entendu, c'est aussi un autre élément, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'idée, c'est une partie pédagogique. Donc, ce ne sont pas des conseils qu'on va vous donner. Donc, vous êtes les seuls maîtres de votre clic sur la souris, de vos investissements. Nous, on va vous montrer notre façon de travailler. Mais bien entendu, nous ne sommes pas des conseilleurs. Voilà, c'était important pour nous juste de spécifier ça. Alors, vous avez devant vous un carnet d'ordre. Donc, chaque carnet, donc je vais vous ouvrir le deuxième. Enfin, je vais l'ouvrir, il est déjà là. On va vous montrer deux carnets côte à côte. Enfin, vous avez, pour ceux qui font des futurs, vous avez l'identification du produit là-haut, donc ES pour le S&P 500 et NQ pour le Nasdaq. On est sur l'échéance de décembre, donc SZ3, décembre 2023, pardon. Donc vous avez ici, bon rapidement ici des petites astuces. Vous avez ici ce qu'on appelle la clip size, c'est-à-dire à chaque fois que je vais cliquer sur le marché, quand je clique sur mon carnet, eh ben j'ai pas besoin de cliquer deux fois pour entrer deux lots. J'ai préparamétré le nombre de lots que je veux envoyer sur le marché à chaque fois que je vais faire un clic. Le deuxième élément qui est important, enfin
l'autre élément, c'est qu'on a fait un jeu de couleurs. Donc, on est parti, ça c'est un peu historique, puisqu'en salle de marché, on avait ça. Les acheteurs sont en bleu et les vendeurs sont en rouge. Donc, cette station, en fait, elle est très simple. Vous avez souvent l'habitude d'avoir les prix côte à côte, notamment sur les actions, avec les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre. Et bien, en fait, ici, ils sont tous sur la même ligne. Donc, vous avez les acheteurs sur votre gauche et vous avez les vendeurs sur votre droite. Au milieu, vous avez le prix du produit. Donc, on est pour l'instant sur un 4402,75, 4402,50 sur du S&P 500, donc bid-ask. Sur votre gauche, donc tout ce qui va être acheteur. Si je veux rentrer sur le marché, très simple pour moi, je fais juste un clic gauche. Je me suis présenté. Alors, c'est un ordre limite, bien entendu, puisqu'on n'est pas descendu sur ce niveau-là. Si je veux annuler, je fais un clic droit, tout simplement. Petite astuce, si dans le carnet, vous avez la partie grisée foncée, donc on est sur le marché des futurs, c'est-à-dire un marché qui ouvre à minuit et qui ferme à 22h15. Donc ici, il a coté ce matin pendant la session asiatique, puis la session européenne. C'est pour ça que les cotations ne correspondent pas pour l'instant au marché américain, et ils correspondent au marché des futurs. C'est pour ça que moi, typiquement, à 15h30, en général, je vais effacer ces trois colonnades dont on va parler juste après. Donc, la partie grise et foncée, on a déjà coté depuis l'ouverture du marché. La partie grise et claire, on n'a pas encore coté. Ce qui me permet aussi sur un carnet de comprendre où est le point haut du jour. Je dis bien du jour pour l'ensemble des produits. Et puis, si je descends, bien entendu, le point bas du jour. Ça peut me donner aussi une indication sur le fait que le marché est éventuellement en train de monter ou bien de descendre. Donc, je reprends acheteur à gauche, les vendeurs sur votre droite. Donc, ce sont des propositions, hein, c'est un carnet d'ordre. Donc, si j'ai envie de rentrer sur le marché, je fais un clic et je vais rentrer dans les propositions. Et sur la droite, vous avez trois colonnes qui sont importantes, qui sont les colonnes qu'on va le plus regarder, qui sont en fait les colonnes des exécutions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché. Parce que vous pouvez avoir plein de propositions, mais en fait, la réalité, elle se situe ici, c'est-à-dire les buy, les sell, donc les acheteurs, les vendeurs, et la somme totale des deux. Combien est-ce que j'ai fait entre les buy et les sell. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un buy? Eh bien, c'est tout simple. Si le marché ne bouge pas, comme là maintenant, eh bien, si vous avez des acheteurs à 0,125 et des vendeurs à 0,150, par exemple, bon, alors là, il bouge un tout petit peu. Si le marché ne bouge pas, c'est-à-dire que les acheteurs ne sont pas prêts à payer plus cher ou les vendeurs à vendre moins cher, il ne se passe rien. Donc, il faut que quelqu'un décide d'acheter, d'aller chercher un vendeur pour pouvoir acquérir ce produit. Donc, c'est pour ça que le marché va monter, il rentrera dans les buys. Et inversement, si on a des vendeurs qui sont plus nombreux que les acheteurs, eh bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va voir les vendeurs descendre case après case sur le marché. Donc, on aura des vendeurs ici. Nous, on va regarder essentiellement le volume global. Vous pouvez avoir des indications. Il y a plusieurs indications. En fait, c'est un métier, puisque c'est quelque chose qui vient de salle de marché. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans une salle d'une banque. Voilà, c'est des choses qu'on va regarder. Tous les trades qu'on passera devant vous ne sont pas des trades aléatoires, même si ça vous paraît étrange. Ce sont des trades qui sont réalisés en fonction du volume qu'on va voir qui va être lu dans le marché, mais c'est un exercice et il faut habituer son œil à bien regarder certains éléments dans ce carnet-là. Maintenant, tous les trades qui sont effectués sur un carnet, en fait, c'est ça qui va créer un point sur un graphique. Donc, on se sert bien entendu d'un complément d'analyse technique, parce que ce qu'on va chercher, ce sont les gros. Hein. Marché américain, tout produit confondu, c'est 150 milliards de dollars par jour. Les 500 plus grosses sociétés de gestion, c'est 150 000 milliards. Ça veut dire d'un côté, vous avez 150, de l'autre côté, vous avez 150 000. Donc, ceux qui ont du mal à rentrer et à sortir, qui font un autre métier que le nôtre, c'est-à-dire un autre métier que le scalping, que je rentre et je sors et je maîtrise mes risques, bien entendu, et mes gains, et bien ces gens-là, en fait, ils vont mettre beaucoup de temps pour rentrer, pour sortir. Et ils ont des tailles plus importantes que ce qui est disponible. Donc, c'est eux qui vont faire monter ou descendre le marché, tout simplement. Donc, c'est eux qu'on va aller chercher, c'est eux qu'on voyait avant quand il y avait la corbeille. On connaissait les gens, parce que quand vous êtes 200 à travailler autour d'une corbeille, et ben, les 200, au bout d'un moment, commencent à se connaître. Vous savez celui qui fait les grosses tailles, celui qui est Indosuez en veste jaune, SG en rouge, etc. etc. Là, les gens ne se voient plus, donc dans le carnet d'ordre, vous n'avez pas l'indication du nom. Alors, je ne sais pas si vous avez des carnets d'ordre américains sur les actions, Raphaël, chez WHS, mais je trouve que c'est un exercice intéressant. Sur les actions, mais sur notre plateforme d'actions américaine qui s'appelle Free Stocks. Et on ne propose pas, enfin, on n'a pas le carnet d'ordre, on a le time and sales, mais Ouais. effectivement, on n'a pas le carnet d'ordre. Ouais. Peut-être que dans le time and sell, je regarde, mais aux États-Unis, en fait, ils donnent le nom. Donc, vous voyez Goldman, Deutsche Bank, tous ces grosses sociétés qui font du market maker et puis qui font aussi du trading, en fait, qui sont clairement nommés.
Donc là, pour le coup, on n'a pas d'indication à savoir qui est dans le marché. En revanche, on sait quel est le volume qui est en train de passer. On voit très clairement que quelqu'un qui est plus gros que le marché, là, si j'ai 10 000 lots à acheter, vous voyez bien qu'il y a 50-60 lots par ligne. Alors, vous allez me dire 50-60 lots par ligne, quand on veut passer 10 000 lots, à mon avis, ça va être compliqué. Regardez, en fait, on a rafraîchi il y a 10 minutes en fait, ces carnets. Et si vous regardez bien, vous avez 1002, ça fait 2004, 3004, 4004, 4008, 6, 7008, 9. Voilà, ici, on a déjà 10 000 lots qui ont été exécutés en seulement une dizaine de minutes. Et pourtant, on n'a que 30 à 50 lots qui sont montrés par ligne. Vous avez des market makers que vous ne voyez pas forcément bien, donc il y a un petit peu plus de volume ici à l'achat, à la vente et à l'achat. On les voit mieux d'ailleurs, on n'a pas encore l'ouverture de marché. Si ça vous va, je vais vous montrer un carnet sur tout simplement l'échéance du mois de mars. Donc on va prendre un mini S&P 500 sur mars 2024, il est là. Et voilà, quand vous avez des chances un petit peu plus lointaines, mais qu'est-ce que c'est qu'un market maker? En fait, c'est une société qui va être mettre à la fois l'achat et la vente pour apporter du volume au marché, pour que les grosses sociétés de gestion puissent se rassurer en étant capables de rentrer et de sortir. Donc, si vous regardez mon carnet, vous voyez qu'ici, typiquement, à la vente, j'ai 27, 52, 76. Et si je vais à l'achat, regardez, j'ai 27, 52, 76. Donc, j'ai bien les mêmes chiffres des deux côtés. Donc, ça me dit clairement que c'est la même personne qui va traiter ça. Et là, j'ai un 100 ici et j'ai bien un 100 ici. Donc les market makers sont moins cachés sur des carnets où il y a très peu de volume parce que leur obligation c'est d'être 75%, 85% du temps dans le marché. Donc c'est 85% du temps, il va falloir l'occuper. Et après ça, le reste du temps, c'est-à-dire les moments d'ouverture, les moments où il y a de la volatilité, un market maker va risquer de perdre de l'argent, donc il ne va pas rentrer sur le marché. Voilà, donc en fait, le carnet d'ordre sert à ça. C'est-à-dire que ça va nous permettre de rentrer sur le marché de façon assez simple. Donc, si je clique sur les bleus, je suis à l'achat. Si je clique sur les rouges, je suis à la vente. Et puis, de gérer mes risques, bien entendu, puisque dès qu'on va rentrer sur le marché, on va immédiatement positionner son stop. Vous pouvez même mettre un petit module automatique où à chaque fois que vous cliquez, vous avez un stop automatique qui va se positionner. Après ça, vous allez voir dans la gestion des positions qu'on va prendre. Alors, on verra comment le marché bouge aujourd'hui, puisqu'on est on va rentrer dans la période des publications de résultats. Depuis le début de la semaine, on a eu un marché un peu étrange, mais on a quand même fait quelques trades. Parce que à l'ouverture, il bouge beaucoup, mais il bouge très peu, mais il y a beaucoup d'oscillations, donc entre 5 et 10 points. Donc, on va essayer d'attraper les points bas, les points hauts. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à avoir un trade un peu plus long pour vous montrer comment est-ce qu'on accompagne un trade et comment est-ce que sur ce que j'appelle du tic-tic, c'est-à-dire on va prendre 4, 6, 8 ticks, et il y a des moments où on va prendre beaucoup plus parce qu'on va laisser le marché en fait nous donner ce qu'il doit nous donner. Donc on met rarement nous des take profit, on va plus accompagner le marché avec des stop suiveurs. Voilà, c'est un petit peu des petits types de stratégies qu'on va mettre en place, qu'on vous donne là aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Makram. Donc Makram, lui, il est vraiment spécialisé sur le Nasdaq. Non, c'est parfait. Ça te va? Ça me va. Ça te paraît cohérent? Est-ce que ça fonctionne en fait de la même manière sur le Nasdaq Sur tous les marchés. Le raisonnement est le même en fait. Exactement. Et en fait, dans un des exercices qu'on réalise avec nos élèves, on cache la ligne des prix pour leur montrer qu'en fait, peu importe le marché sur lequel ils vont travailler, ça marche de la même façon. C'est-à-dire qu'on va démystifier ou simplifier la bourse. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Ce sont des acheteurs et des vendeurs qui viennent s'échanger une marchandise, tous au même endroit. C'est pour ça que c'est réglementé, c'est ça qui nous intéresse. L'avantage, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on voit tous les ordres qui sont exécutés par tout le monde. Effectivement, tu as parlé, Raphaël, du time and sell. Donc, je regarde si je peux en mettre un. Voilà, c'est l'enchaînement en fait. On va mettre ça de côté. On va mettre un smart tape par exemple. Où est-ce qu'il est apparu? Hop, tac, tac. Il a disparu. Ah, il est derrière l'autre. Voilà, donc typiquement, un time and sell, c'est quoi? En fait, c'est de voir l'ensemble des opérations qui sont réellement exécutées par ordre chronologique. Voilà, les 15h03, 04, 05, 06. Là, pour l'instant, on est toujours dans le même sens. Et dès que le sens change, on fait une ligne de plus. Et donc là, ce que je peux d'ailleurs laisser, si vous voulez pour l'instant, c'est mettre ça. Je vais voir si mettre un autre, parce que du coup, ça peut être intéressant, ne serait-ce que de voir à l'heure de l'ouverture la rapidité du marché. Voilà, je ne sais pas s'il n'est pas plus clair celui-ci. Non, il n'est pas plus clair. Donc celui-là, il est très bien. Vous allez voir ça scintiller. Il est 15h29, donc on est à quelques secondes de l'ouverture, 15h29 et 40 secondes. Et tout simplement, on va regarder. Alors après ça, je ne suis pas certain. Tu me dis, Makram, si je me trompe, mais si tu veux passer un ordre dès l'ouverture.
Oui. Ah ok, dès l'ouverture. Okay. Non, mais après on peut regarder, mais de toute façon on est sur une zone. On est sur une zone intéressante pour toi. Ouais. Voilà, donc regardez 15h57, 58, 59 et regardez la vitesse à laquelle le marché vient d'ouvrir et en fait on n'a pas le temps de voir les opérations. Donc c'est tous les éléments qui sont en train de dérouler, donc tous les trades qui sont en train d'être passés sur le marché, qui est donc la période la plus intense du marché, c'est cette ouverture-là. Voilà, donc je te laisse la souris éventuellement si tu veux passer des ordres et puis on va regarder. On va être deux à passer des ordres, donc on va regarder tous les deux et puis on espère que ça va vous plaire. En tout cas, on va jouer de la transparence pour que vous puissiez voir un petit peu les différents éléments, la gestion des risques, comment est-ce que nous on va travailler sur cette partie-là. Alors on a passé les statistiques, donc bien entendu on vérifie les statistiques parce que c'est un élément important pour nous. On a passé les statistiques à 14h30. Il y a eu un petit soubresaut. Je dis un petit soubresaut parce qu'on a eu un petit soubresaut d'une dizaine de points. Voilà, donc Macram, lui, il est déjà rentré à l'achat. Et donc là, ce qu'il est en train de positionner, c'est son stop. Donc il est rentré à 340 sur un niveau qui l'intéressait. Immédiatement, il a non seulement mis son stop, mais il a mis son stop, ce qu'on appelle break-even plus 1. Parce que cette position, au lieu de commencer à être... Il t'a déjà sorti. Voilà, il t'a sorti break-even. Donc, au lieu de tenter une opération sur le marché et puis de laisser tout simplement son stop exécuter, un stop, c'est à chaque fois une perte en général, puisque les gens bougent rarement leur stop. Et dès que le marché lui a donné raison, il s'est mis break-even plus 1, c'est-à-dire pour gagner un tick et souvent pour payer son courtier, parce que voilà, c'est normal que ce travail soit réalisé. Enfin, il y a des frais qui sont tout à fait logiques, puisqu'ils vous emmènent sur la bourse. Mais donc, pour éviter d'avoir à la fin de la journée des frais de courtage importants, on met break-even plus 1, tout simplement. Ah, j'ai juste activé le... Ah oui, très bien. Oui. Alors, je voulais prendre le breakout de volume profile, donc sortir de la value area, donc c'est la résistance le plus haut des 70% les plus concentrés de notre volume de la journée. Je vais juste faire non. Il est parti, ça ne sert à rien, ça y est. Et donc, quand on parlait tout à l'heure, il y avait une petite accélération à la hausse. Cette zone-là, elle n'était plus une zone vendeuse. On a plutôt commencé à accumuler des ordres à l'achat. Donc, on a acheté. Ah oui, c'est vrai. Je suis habitué avec les cours. Il montre sur son écran, c'est intéressant, mais il montre avec sa souris plutôt qu'avec son doigt sur l'écran. Et donc, c'était une zone. Alors, c'est à la news, c'était une zone de short. Grâce à la news, à 15h, on a été chercher le naked POC. Ce qu'on appelle un naked POC, c'est le POC de la veille qui n'a pas été touché à l'Open Future d'aujourd'hui. Et à partir de la clôture de ce naked POC, on a commencé à avoir un mouvement haussier. On a récupéré encore une fois l'AVH, donc ce qu'on peut appeler plus simplement une résistance. Et on a plus commencé à travailler cette résistance à l'achat. Donc, quand on parlait, et Nicolas expliquait un peu le carnet, j'ai commencé à regarder le carnet sur le Nasdaq. On était plutôt agressif côté achat. Donc, on arrive sur une résistance et normalement, c'est une zone de short. Et puis, on voyait sur le carnet qu'on accumulait plutôt des mouvements achat-market. Donc, on cliquait ici et on achetait le plus cher du marché. Et donc, c'était la raison de prendre un achat sur une résistance pour tenter le breakout. C'est le Nasdaq. On a eu un mouvement voilà, de récupération, donc ce qu'on appelle un retracement, ou on peut appeler un sell avant le buy. Donc, on récupère un retracement pour chercher plus de liquidité. Puisque j'étais acheteur et on a une personne qui accumule des ordres à l'achat, donc il aura besoin d'une contrepartie en face. Et donc, c'est une manière du marché de retracer, chercher de la liquidité. Puisque j'étais acheteur et j'avais mis mon BE, donc je suis vendeur. Et donc là, on a la contrepartie en face et après, ensuite, il peut lui envoyer ses ordres et là, le mouvement part. Donc, c'est dommage, on pouvait avoir une très belle variation. On avait un scénario à peu près sur le Nasdaq, en tout cas pour ma part, un peu entre 60 et 65 points de variation à la hausse. À 2 lots, ça fait un très beau PNL. Malheureusement, on a fini la journée avec un petit BE. Alors, on n'a pas fini la journée, on a fini le trade. Le trade, pardon. Voilà. Après, voilà, donc ce qui est important, bon là je viens de rentrer sur un long, moi sur le S&P. Donc vous voyez qu'on positionne directement et systématiquement nos stops. On va l'accompagner aussi. Donc ce qui est important, ce que vous avez vu avec Macram, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il a tenté quelque chose, il a géré son risque immédiatement.
Et puis derrière ça, en fait, il n'a pas couru après le marché. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, ah, c'est parti, il faut que je cours après, parce qu'il aurait pu acheter au moment où il achète. Le marché fait son retour et c'est là où, en fait, il va avoir des difficultés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il va se servir à la fois du carnet et du graphique, et que nous, en fait, effectivement, on va avoir un mixte des deux, une complémentarité avec le graphique. Donc là, je suis rentré long, vous voyez, à 0,750 pour une raison assez simple que nos élèves connaissent bien. J'ai mis un stop à une dizaine de ticks. Le marché commence à me donner raison. Je ne mets pas break-even tout de suite parce que je lui laisse un tout petit peu d'espace, mais je vais réduire la taille de mon stop de façon à ce que si jamais cette position ne me donne pas raison, et ben à ce moment-là, le stop que j'avais prévu soit moins important. Donc, dans notre gestion des stops et dans notre gestion des positions, cet élément, il est important. Donc on va voir un petit peu si ça part. L'idée, c'est que ce que je vous disais en début de webinaire, j'aimerais bien accompagner une position un peu plus longue. Donc, je ne vais pas faire du tic-tic, c'est-à-dire là, je pourrais prendre 4 ticks. Alors, 4 ticks avec de l'eau, ça fait 100. Ça fait 100 euros, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez le faire régulièrement et c'est une façon aussi de remplir un petit peu son portefeuille pour avoir un matelas. Et ce matelas, en fait, je vais juste me positionner 2 ticks en dessous. Voilà. Cette façon de remplir un petit peu son portefeuille, c'est dans notre gestion des risques, ben, bien entendu, on va tous trader différemment en fonction du moment où on a éventuellement un petit peu d'argent de côté sur la journée, ou bien si on est à zéro ou on est en perte. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, l'idée pour nous, c'est de jouer la transparence avec vous. Hein, voilà, on passe des ordres devant vous. La transparence, ça implique aussi, donc là, ouais, effectivement, ce que je vous disais, on pourrait prendre cette décision de sortir à 0,850, encaisser 100 euros. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je ne vais pas regarder l'argent. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de réaliser un trade. Donc, notre travail, c'est pas de faire de l'argent, entre guillemets, ça fait souvent rire les gens, mais c'est de faire du trading. Et c'est ce trading qui nous ramène de l'argent. Mais le trading, c'est trouver des opportunités et des points d'entrée et puis des points de sortie qui nous permettent d'essayer d'accompagner un mouvement dans sa globalité. Et que ça nous rapporte 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, notre travail, c'est de trouver ces opportunités. Donc là, on pourrait tout simplement sortir. Moi, l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu quand on peut accompagner une statistique. Donc, voilà, pas une statistique, pardon, une position. Si le trade ne se passe pas bien, ne se passe pas bien, en fait, le risque est quand même limité parce que le pire qui puisse m'arriver, c'est de prendre un stop. À la base, il était de 10 ticks, maintenant il n'est plus que de 5 ticks. Donc mon risque est limité. Et je vais laisser le marché un petit peu s'il me donne raison. Alors, c'est pas qu'il me donne raison, c'est que j'ai vu des choses dans le carnet qui me parlent, mais on a effectivement voilà, on commence à partir un peu. On a quand même une cohérence, une complémentarité entre l'analyse technique et l'analyse du carnet. Typiquement, cette position commence à me donner raison, donc immédiatement, je fais exactement ce qu'a fait Macram, c'est-à-dire que j'annule mon risque, je ne perdrai pas d'argent sur cette position. Maintenant, je vais la laisser naviguer un petit peu. Je vais mettre plutôt ici, voilà, et on va essayer de mettre, on pourra mettre un stop dans les 0,850 là maintenant. Voilà. On va voir si ça passe. Il faut laisser un petit peu d'espace quand même au marché, donc il ne faut pas être stressé, il faut laisser la place. Pour l'instant, ce que je vois dans le carnet, c'est plutôt positif. J'ai plutôt des acheteurs. On va aller chercher des points plus hauts. Voilà. Donc, si on va, comme je vous ai expliqué, la partie grisée claire, c'est une partie où on n'a pas encore traité de la journée. Donc, on vient chercher des plus hauts. On est dans un marché aussi puisqu'on est à plus 0,40. Voilà. On aurait pu sortir à 10. Bon, voilà. On a été break-even plus 1. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. C'est-à-dire que je vais reprendre une tentative, je referai un essai, puisque notre travail, c'est de la probabilité. On peut, alors si tu me dis si ce que tu vois, hein, si tu veux passer un ordre ou pas. Mais notre travail, c'est faire de la probabilité, c'est-à-dire rentrer à des moments les plus opportuns. Ce que va nous apporter le carnet d'ordre, c'est tout simplement là. Vous voyez, en fait, on est rentré à 0,750 ou 0,8. On est monté à 10. Moi, je pensais que ça monterait un petit peu plus haut. J'ai été break-even plus 1. Donc, break-even, c'est-à-dire le point d'entrée et le point de sortie sont identiques. Et je vais rajouter un tick. Si j'étais resté dans ma position, j'aurais été stoppé. J'aurais pris mes 10 ticks de perte. Donc là, j'ai assuré cette position pour me donner une tentative d'essayer d'aller chercher un petit peu plus, puisque c'est pour moi le sens que devrait nous donner le marché. On va laisser Macram faire quelques trades. Je peux mettre un peu de taille si tu veux. C'est toi qui vois. Ouais, je vais essayer de. Ouais, c'est toi qui gères, je gérerai ta position. Vous voyez, en fait, ce qui est assez simple dans le carnet, c'est que déjà le carnet va calculer, si on rentre en plusieurs fois, va recalculer la position moyenne. Et puis, donc si je rentre en 2 fois sur 2 cours différents, on me donnera le cours moyen d'entrée.
Et le deuxième élément qui sera intéressant, c'est que il va, en fonction des sorties, me donner la même chose. Voilà, donc on commence à partir un petit peu. Voilà, le Nasdaq comme est un marché qui est très volatile, donc il faut lui laisser un petit peu plus d'espace. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Voilà, on a encore, si on sort maintenant, on est à 200, voilà, 200, 100. L'idée, c'est d'essayer de vous montrer un trade où on prend quand J'attends juste la cassure du niveau vendeur 75 qui est en train vraiment de vendre. Et si on casse les 70, on risque de se pénétrer rapidement. On a un marché un peu agressif sur les retracements. Quand on monte, on prend vraiment, voilà, on sort BE. Et vous voyez, quand ça retrace, on part vraiment en ligne droite. On est sur un marché, sur la montée, on accumule plusieurs positions. Mais les retracements, ils sont vraiment dangereux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré sécuriser, puisque le 75, il continue à vendre. Et quand on voit sur le inside print, c'est le dernier prix qui a plus envoyé des ordres en short. Et heureusement, on est sorti BE parce que là, on aurait pris toute cette descente en fait dans le sens inverse. Voilà, donc là pour l'instant 3 tentatives, 3 break-even, c'est-à-dire que ces 3 tentatives en fait sont entre guillemets gratuites. On n'a pas pris de perte, donc on a bien géré nos risques pour le moment. Et puis on va laisser le marché nous donner d'autres indications. Ce qui est important aussi, c'est la patience. Et puis c'est la lecture, ce que vous voyez un petit peu dans le carnet. C'est une séance qui est pas forcément qui ne sera pas forcément évidente comme les séances qu'on a eues en début de semaine, tout simplement parce qu'on attend les résultats d'entreprise, parce que demain, on a le CPI, donc le prix l'IPC, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis à 14h30, qui donnera une direction des éventuelles banques centrales. Donc, on va avoir un marché avec des algorithmes. Ces algorithmes, c'est ça qui va provoquer en fait ces espèces de soubresauts. Donc, quand on est dans ces marchés avec des soubresauts, il faut être patient, il faut essayer d'attendre des points bas et puis de pouvoir rentrer à des moments qui nous semblent être plus opportuns. Voilà. La patience, en fait, dans le trading, elle est très importante. Et on va regarder un petit peu comment ça... Là, j'ai tenté sous les 69, le dernier prix acheteur pour aller chercher les 75 et pourquoi pas le breakout. Et on a pris un petit stop en moins des 7 ticks sur le Nasdaq. Mais on est sur une zone plutôt intéressante côté achat où on accumule plutôt pas mal de positions. Donc, on va rester un peu sur le même prix entre 60 et 50. On va essayer de tenter des achats, se mettre une break-even, donc BE, et laisser le marché aller chercher les 15 370 et pourquoi pas les breakouts, donc les casser à la hausse et suivre plus ou moins, alors pour l'instant, la tendance qu'on avait prévue sur le scénario. C'est notre scénario. Après, le marché, il fera... Là, on a un 0,3 à côté qui est pas mal, qui est bien rentré. Et puis, voilà, en fait, notre travail, c'est de voir un petit peu dans ces phases de mouvement et d'accélération, où est-ce que le marché va s'arrêter. Alors, ça fait quelques jours que le marché, en fait, il va osciller entre 5 et 10 points. Donc là, on peut avoir une petite demi-heure où le marché, sur le S&P, va nous emmener entre 0,5 et 10, ou 0,3 et 10. Donc, si c'est quelque chose que vous avez identifié, qu'on peut voir typiquement au carnet, mais que vous pouvez regarder en regardant un graphique, et bien idéalement, c'est d'essayer de prendre des points bas, donc bien attendre les entrées et puis prendre vos sorties. Ce qui peut être intéressant, c'est un achat sous les 50. On a eu l'absorption donc des ordres ventes et on a eu une entrée d'ordre à l'achat, donc ça peut être intéressant. On essaiera de prendre l'excès sous les 350, histoire de rentrer plus bas sur l'accélération que l'acheteur et sécuriser très rapidement son BE et après laisser les 350 faire le travail. Pourquoi pas pousser le marché, aller chercher dans un premier temps 20 points, comme on l'a dit, pour aller chercher les 370 et pourquoi pas faire un breakout sur ce dernier palier de prix vendeur et puis aller chercher un peu plus haut. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant, mais en tout cas, on va continuer notre séance de trading tranquillement. Alors, peut-être une question. Toi, Nicolas, tu utilises le S&P. Toi, Makram, tu utilises le Nasdaq. Pourquoi est-ce que vous choisissez ces instruments-là plutôt que d'autres? On va commencer par Nicolas, par exemple. Pourquoi le S&P 500 plutôt que le Nasdaq ou le Dow Jones ou Moi, je trouve que en fait, c'est le marché qui me convient. C'est-à-dire qu'on va chercher un marché qui va correspondre à notre profil d'investisseur. Je trouve que le Nasdaq est trop volatile. Il va moins me parler. Il va travailler plus des zones. Donc là, typiquement pour Makram, il préfère. Et c'est vrai que plus on va travailler un instrument et mieux ça sera, mieux on va le connaître. Moi, je préfère le S&P qui correspond plus à ma façon de travailler. J'ai plus de visibilité sur ce carnet. Il est ce qu'on appelle un peu plus lourd, entre guillemets, c'est-à-dire que les points, il est moins volatile, les points sont un petit peu mieux respectés.
Et puis, je sais un peu comme il réagit aux fonctions des journées. Voilà, là, ce que je vous ai décrit, on est enfermé entre un 0,5 et un 10. Bon, c'est quelque chose que j'irai chercher, 0,3, 0,5, plutôt dans les achats, pour essayer de ressortir dans les 0,7, 0,10. Donc, c'est ça qui va déterminer la façon de trouver. Après ça, en fait, on va tous travailler un peu de la même façon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le carnet d'ordre existe sur tous les marchés. Mais ce qui est important, c'est pas de forcer une personne à travailler d'une façon qui ne corresponde pas. Il y a des gens pour qui c'est trop violent, il y a des gens pour qui c'est trop mou. Donc, moi, ça me correspond. Voilà. C'est pour ça que je travaille sur ce marché. Et pourquoi tu travailles sur ce marché? Alors, moi, j'aime bien le Nasdaq parce qu'il est plutôt volatile. Et surtout, sur nos trades, là, aujourd'hui, on a un marché qui balaye un peu. Mais en temps normal, le Nasdaq, c'est quand on rentre sur une position, on sait directement dans la seconde qui suit, est-ce qu'on est dans le bon sens, est-ce qu'on peut sécuriser rapidement son trade, ou quand on se prend un stop, voilà, donc ça nous donne pas un peu le temps d'hésitation ou de refaire son scénario. Donc on traite pas la bouteille d'eau. On traite. Merci. Alors là, j'ai pris sous les 40. Donc j'essaie de prendre des achats sous les 50. On a un marché qui varie à peu près une dizaine de points plus bas que les prix qu'on détecte. Donc j'essaie de travailler la zone des 40. Pour l'instant, pareil, hein, on accumule sur des positions. On est sur le premier prix. Grâce à cette accumulation, on a eu cette montée. Donc là, je vais essayer d'attendre une confirmation, c'est-à-dire au lieu de tenter de le prendre sous les 50 et le travailler, potentiellement, si on arrive et puis on commence à accumuler beaucoup plus d'ordres à 350, on essaiera de rentrer un peu, alors pas en retard, mais c'est plus idéal en fait de rentrer sous les 50 et sécuriser directement son trade. Donc, pourquoi Nasdaq, du coup, c'est la volatilité? C'est la volatilité, la réactivité, la variation qui est plutôt intéressante. Donc là, on est passé un peu plus haut que les 50. Donc malheureusement, on n'a pas pu accumuler une position à 40. L'objectif de départ, c'était de rentrer ici, de se mettre mieux et laisser vraiment le marché, les 50, faire le travail. Maintenant, on va travailler le prix exact que le Nasdaq travaille. On va essayer de faire attention, prendre vraiment des accélérations et sécuriser très rapidement son trade. Je vais essayer sur le dernier, puis après, si cette zone-là ne part pas, je ne vais pas je vais pas me travailler sur deux. Nous, on avait un 0,405 en point d'entrée sur le S&P. Voilà, pour l'instant, il fonctionne. J'espère que dans la salle, ça a été pris. Mais pour l'instant, on a un marché qui est vraiment qui est un marché d'attente en fait. Ces gros opérateurs qui ne sont pas sur le marché font une belle place à tous les algos qui vont essayer de nous tromper, donc faire des mèches, aller un petit peu chercher plus loin des stops ou des choses comme ça. C'est ça qui va éventuellement essayer de nous tromper, c'est-à-dire plus attraper les stops, quoi. On va voir, il reprend une troisième position, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. En plus, on est d'accord tous les deux. Je pense qu'on va partir qu'avec la moitié. Ouais. On n'a pas pu rentrer la full size. Alors, on va récupérer les 50. Vous voyez encore, alors c'est ce fameux 50 où on essaye de prendre plus bas et suivre cette accumulation de positions à l'achat. Si ça devient un prix vendeur, bien évidemment, on a nos stops placés, donc le scénario est invalide parce qu'on va plutôt faire un retracement et réintégrer tout le volume profile. Donc, le scénario breakout peut fonctionner. Après, on réintègre un peu plus bas et puis repartir. Oui, c'est faisable. Mais le but, c'était vraiment le prendre donc sur une résistance qui devient potentiellement un support et on essaie de l'acheter. Donc, nos paliers de prix, ça va être, pour l'instant, on vise les 50, donc on va faire étape par étape, donc prix par prix. On va essayer de faire un breakout sur les 50, donc notre 350 deviendra acheteur pour aller chercher l'ancien prix de vendeur de 15 370. Et si on casse ces 15 370, là, on peut continuer sur un palier de prix acheteur. Et c'est là où on va commencer potentiellement à manager notre trade.
Pour l'instant, on est encore sur une phase d'accumulation. Donc là, on va peut-être revenir prendre la totalité de la position. Stop, ça a bugué. Ça coupe, je crois. Ouais, ça a coupé à table. Ah, tiens, relance là. Hein? Clique là. Tu fais OK, c'est parti. Alors, ça va connecter. Il est derrière le Nasdaq. Ah non, faut que je le recharge. Non, il est derrière. Il n'y a pas? Ah, ok. Ah, t'es toujours là. T'es toujours en position. Alors, juste remis pas. Voilà. Juste après, on verra le graphique, mais le compte, on est dedans. Enfin, ouais, c'est ça. Voilà. Et ton graphique, c'est. On peut ouvrir un autre rapidement où le workspace, j'avais pas enregistré. Hein. Oui, tout à fait. Yes. Voilà. C'est parfait. C'est les arcs aussi. Juste là, parfait. D'où l'importance d'émettre des stop loss. On peut toujours avoir des problèmes techniques. Donc là, on revient chercher plus bas que les 40, le prix qu'on a acheté, qu'on a tenté d'acheter. Okay. On a fait un excès, donc on peut retenter, mais vraiment. Comment je peux mettre? Ah, c'est bon. Je vais décaler ici à côté. Si on casse les 30, donc cette. Alors, je vais remettre là, voilà. Cette dernière entrée short sur le marché, c'est-à-dire maintenant on a inversé le palier de prix. Donc le scénario il s'invalide puisque les 350 c'est plus un prix qui a acheté le marché, ça commence à être un prix vendeur. Et là on joue la réintégration. Alors on casse le POC, on rentre dans un volume profile où on a peu de volume ici, donc l'accélération elle peut être très rapide pour aller réintégrer les 15 290. Donc pour ma part en tout cas pour l'instant, tenter des achats ça peut être un peu risqué parce qu'on peut tomber sur un marché en train d'acheter, un marché qui tombe. Et donc, pour l'instant, je préfère rester un peu. Ouais, ça marche. C'est la zone, elle n'a pas tenu, donc. Tout à fait. Vous voyez, en fait, on a plusieurs façons de travailler. Ce qui est intéressant, c'est donc le sur le Nasdaq. C'est pour ça que moi, le Nasdaq, c'est un marché qui me parle un petit peu moins, c'est qu'il y a un petit peu plus d'analyse technique. Et ce que je vais aller chercher dans les carnets, voilà, on va mettre ça comme ça je peux voir un petit peu la suite là. Ce que je vais aller chercher dans les carnets, en fait, c'est plus du volume, du travail de volume et des retours, donc des achats. C'est ça qu'on va éventuellement pouvoir aller travailler. On va voir un petit peu. Donc après ça, on est peut-être parti dans une tendance baissière, hein, tout simplement. Mais vous voyez la différence entre le Nasdaq qui est vraiment descendu, qui vient d'ici et qui descend jusqu'en bas, et le S&P en fait qui est bien enfermé entre deux bornes. C'est pour ça que je vous disais que je trouve que le S&P me parle plus. C'est pour ça que j'en ai fait ce choix. Après, effectivement, ça correspond à plusieurs façons en fait de travailler. Voilà. Donc dans tous les cas, on assure. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer un certain gain, puisque on a eu des stops. Donc dans notre gestion de risque, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il y a un moment où vous devez voir la journée dans sa globalité. Est-ce que les premières opérations que j'ai faites sont gagnantes ou perdantes? Si elles sont perdantes, eh ben, je vais essayer de retrouver, enfin de travailler pour que le marché me redonne une partie de ce que j'ai laissé. Voilà. Donc on va regarder. Donc là, pour l'instant, tu me dis si jamais toi tu dois intervenir. On va laisser le marché voir s'il avance un peu, mais toujours au même style de marché. Donc marché un petit peu compliqué. Demain, CPI, je pense que ça peut nous aider. Et puis fin de semaine, on a résultat des. Alors on rentre dans le résultat des publications de résultats des grandes entreprises. Donc on va avoir quelque chose. Ah bah voilà. Vous voyez, en fait, ça, c'est des algos. Ça vient directement, ça envoie directement de l'eau. Un vendeur classique, il ne va pas envoyer une taille comme ça, il va y aller graduellement. Si vous avez une vente à faire, vous vendez progressivement. Ici, on a quelqu'un qui va vendre un petit peu plus fort, donc il va effectivement éventuellement nous faire croire qu'il est vendeur, alors que le marché pourrait revenir à l'achat. On a plutôt des niveaux qui tiennent pour l'instant, mais on va voir comment ça va se passer.
Et sinon, tout simplement attendre un retracement pour repasser short, hein, tout simplement. Voilà. On avait commencé la journée, on était en positif, on était à 0,19. Mais comment est-ce qu'on détermine si on a un algo ou pas dans le carnet? Bah, typiquement, cette façon de travailler, elle est assez simple, elle est assez claire sur ce sujet-là. Je vais laisser le marché faire. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'être patient, tout simplement, hein. Regardez comment ça se passe. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un retour? Et du coup, cette espèce de vendeur qui est venu peut s'en aller, ou est-ce qu'on a un retour parce qu'on va repartir en tendance baissière? On arrive sur un gros niveau, 4400. Tous les chiffres ronds en général sont assez importants. Ouais, sur le Nasdaq, c'est le même niveau qu'on a essayé de travailler à l'achat de tout à l'heure. Donc les 15 340, c'est ça? C'est ça, entre les 40 et sous les 50, donc on a essayé de travailler jusqu'à 40. Donc là, on revient dessus, ça va être intéressant de voir ce prix s'il reste vraiment acheteur ou il passe à la vente. Il confirme la vente. On va voir le prochain mouvement. Après, si toi, tu dois prendre, tu me dis, hein. Oui. On partage la souris, on partage les carnets, c'est vrai que c'est un peu archaïque, mais c'est artisanal. Voilà, on va dire ça comme ça. On a clairement un vendeur. Et sur un gros niveau ici. Voilà, vous voyez qu'en fait, le S&P est bien enfermé entre ces deux bornes, 400 et 410. Donc, si vous travaillez les ranges, bah, typiquement, on est plutôt en bas de range, donc sur un niveau plutôt intéressant, même si, comme vous l'avez vu ici, on a eu une baisse un petit peu importante. Et dans l'autre sens, en fait, on n'a pas de direction particulière là, pour l'instant, on est entre 0 et 10. On va un petit peu voir comment ça se passe. Quand même une grande descente là depuis là-haut. Ce qu'il ne faut pas non plus, c'est s'entêter dans une mauvaise direction, hein. On a tenté quelque chose sur les 30 premières minutes du marché. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ce que je vous disais en début de séance, c'est que c'est effectivement un marché pas forcément facile. Et que depuis 3-4 séances, tous les premières demi-heures, c'est un peu la machine à laver. C'est-à-dire qu'on rentre dedans et ça tourne dans tous les sens. Et là, on n'a pas de direction. Donc on attend, on est à 4400. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend? On ne sait pas. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas trader, hein. Pas trader, c'est aussi savoir trader. Se précipiter, on est sur un bon niveau. Effectivement, si vous êtes un peu d'analyse technique, vous avez quand même des niveaux qui sont marqués. Mais attends, on n'a pas de ton graphique. Et là, voilà. Ouais, le marché qui est baissier. Donc, je ne vais pas rentrer sur un marché baissier ici pour jouer un breakout. Si je veux rentrer dans le marché, je vais attendre qu'il me fasse un petit retour. Et donc, je vais regarder sur ce volume-là, en fait, si on arrive à bien monter et si à un moment où on monte, est-ce que le marché s'arrête ou est-ce qu'il continue à monter? Est-ce qu'il y a un vendeur qui bloque, en fait? Vous voyez que les prix, en fait, sont travaillés différemment. Depuis 0,3 jusqu'à 99, ben, il y a des prix qui ont plus de volume que d'autres. Et donc, en fonction du volume cumulé, c'est des éléments qui vont nous donner quand même pas mal d'informations. On va voir un peu comment ça se passe. On a du mal à monter plus haut. Allez, on va tenter un petit short. On va voir comment ça se passe. Alors, on va mettre un short à 0,1. On peut rentrer à 0,2 et puis on mettra un stop à 0,350. Et alors là, dans cette prise de décision, est-ce que il y a dans ta décision, c'est surtout le côté technique que tu as regardé, les niveaux de prix que tu as regardé? C'est le volume en fait. C'est le volume qui m'a donné cette décision.
Tu vois, on va essayer de sortir là avec 4 ticks de gain, ça fera. Allez, il va pas y aller. C'est en fait le volume que j'ai vu et les intentions des acheteurs et des vendeurs. Alors, on va essayer de sortir avec ces 4 ticks et puis on va voir après, comme le marché bouge pas beaucoup, hein, quand je dis bouge pas beaucoup, c'est qu'on part de, on est parti de 10, on est arrivé à 99, donc ça fait 10 points en une demi-heure. C'est pas non plus excessif. On a du mal à redescendre, donc je vais pas hésiter à monter un tout petit peu. Voilà, on a fait 2 ticks pour l'instant et on va laisser le marché nous donner une autre direction, mais on a quelque chose qui se passe entre, pour l'instant, 99 et 0,1. Est-ce que Et 99 quand tu dis que tu as regardé le… Pardon, je te coupe pas. Quand tu dis que tu as regardé le volume, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as vu qui t'a fait prendre une décision plutôt à la vente? Ben, en fait, on a du mal à monter. Et quand on monte, il y a plus de volume à la vente dans cette zone ici. Et donc, comme on a du mal à monter et qu'on a du volume qui s'accumule ici, et ben, on a très clairement quelqu'un qui peut nous expliquer que bah, il ne veut pas laisser monter le marché. Alors pourquoi il ne veut pas laisser monter le marché? C'est pas qu'il n'a pas envie que le marché monte, c'est qu'il a une taille plus importante que les autres à passer. Et il faut savoir que le courtier, il n'a pas non plus, il a un temps défini en fait pour passer ses opérations. Donc ce temps défini, eh ben, il n'a pas beaucoup de choix. Il faut qu'il fasse ses opérations. Donc même s'il essaye d'avoir le meilleur prix pour son client, ben, il faut quand même qu'il accélère les opérations. Donc on était pas mal finalement dans notre short. Mais après, moi, ça me va très bien ce que j'ai fait dans le sens où on a fait des break-even donc sur le S&P et puis bah, l'idée c'était de commencer à avoir un petit peu d'argent sur le S&P là sur notre façon de travailler. Donc on a deux façons de travailler qui sont différentes avec Macram. Lui, il va chercher plus des grosses tendances parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire 1500 ou 2000 euros sur une position parce qu'il va prendre des grandes tendances et justement il va chercher ces grands mouvements. L'analyse technique va l'aider et le carnet d'ordre va l'aider pour rentrer. Il va voir en fait des acheteurs et des vendeurs. Moi, je vais chercher quelque chose d'un peu différent, peut-être plus bon père de famille entre guillemets. C'est, je vais chercher un petit peu moins de tics, je vais essayer de sécuriser un petit peu plus, un petit peu différemment, et donc je ferai peut-être un peu plus d'ordre entre guillemets, mais avec moins de bénéfices. Et c'est là où chaque trader doit trouver son style. Chacun a son style de trading et ce style de trading il vous correspond. Si vous mettez sur le Nasdaq avec de l'analyse technique, bah, ça ne me correspond pas. Donc, c'est pas que je sois mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me correspond pas. Je pourrais pas être chirurgien parce que j'aime pas le sang. Je pourrais pas être, voilà, il y a plein de métiers, il y a plein de choses qui me correspondent pas. Il faut pas les contrôler la nature, sinon on n'y arrive pas. Il faut trouver quelque chose qui soit confortable. C'est déjà assez difficile comme métier. Donc, il faut trouver quelque chose qui, vous, qui est confortable en termes de taille, en termes de volatilité, en termes de réaction de marché. C'est pour ça qu'on fait tester plein de marchés aux gens. C'est que ça permet justement en fait de se trouver, grâce à ça, de trouver le marché qui vous permet d'être le plus en phase avec votre nature. Aller contre nature, ça fonctionne jamais. Donc voilà, donc c'est plus comme ça. Et après, bah voilà, moi j'avais besoin de récupérer mes 4 ticks, donc j'ai pris mes 4 ticks. Et là, on va attendre, tout simplement. C'est pour ça que je lâche la souris. Alors, c'est un petit conseil qu'on donne souvent aux élèves et aux gens. C'est tout simple, hein. Si vous lâchez la souris, c'est quand on a la main sur la souris, on a envie de passer des ordres. Et si vous avez besoin d'attendre quelque chose, d'attendre un niveau, d'attendre, ben, en ayant la main sur la souris, souvent vous rentrez un petit peu trop vite. Donc, ça vous permet de regarder et d'avoir un petit peu de recul sur le marché.